Bonjour à toutes et à tous à notre 129e briefing, donc en formation complète aujourd'hui avec simplement Igor qui est à distance un petit peu, qui est resté pour porter la bonne parole à Saint-Pétersbourg. C'est l'occasion pour moi de saluer notre communauté française économique et haute de Saint-Pétersbourg, que j'ai eu le plaisir de rencontrer hier, et qui est toujours nombreuse et active et qui suit les briefings avec attention. Donc, merci de votre confiance et salutations à tous. Alors, ce briefing aujourd'hui va être commencé par Arnaud et Igor continuera ensuite et je pense qu'il va être beaucoup question de Chine, notamment, je crois. Bonjour à tous. Commençons par les nouvelles politiques avec le comité d'enquête qui a ouvert une affaire criminelle à l'encontre d'Oleg Orlov, qui est le président du conseil de l'ONG Mémorial. Il est accusé d'avoir discrédité, je cite, les forces armées de Russie et il encourt jusqu'à 3 années de détention. Un peu plus tôt, le 20 mars, la police russe avait effectué des perquisitions au domicile d'une dizaine d'employés de Mémorial et d'autres responsables de cette ONG, donc, dont Oleg Orlov et Yan Raczynski. Autre nouvelle politique, le décès de l'ancien président de la Commission électorale centrale, M. Tchourov, à l'âge de 70 ans. On se souvient que son action avait été particulièrement décriée par l'opposition en décembre 2011, après les législatives, qui, selon elle, avaient été entachées de fraude massive. C'est en quelque sorte une figure d'une certaine époque qui est partie. Alors, effectivement, quelques mots sur la Chine dans le registre économique. Alors, Igor avait évoqué la visite du président chinois dans notre briefing de lundi. On en était au début de la visite. Le lendemain, mardi, les présidents Poutine et Xi Jinping ont signé plusieurs documents, dont une déclaration commune sur le plan de développement des axes clés de la coopération économique russo-chinoise jusqu'en 2030. C'est un document qui comporte 8 points, parmi lesquels la logistique, la coopération dans les domaines de la finance et de l'énergie, mais également de la chimie et de l'agriculture. Les présidents des deux pays ont relevé l'augmentation de l'ordre de 30% du volume des échanges bilatéraux en 2022. Ils atteignent 185 milliards de dollars selon la Russie, 190 selon la Chine. Les douanes des deux pays comptabilisent un petit peu différemment les choses, mais enfin, l'ordre de grandeur reste le même. Ce qu'il faut en retenir aussi, c'est évidemment la déclaration de Vladimir Poutine qui dit souhaiter élargir l'utilisation du yuan dans les échanges commerciaux de la Russie avec les pays d'Asie, mais également d'Afrique et d'Amérique latine. Et le Premier ministre russe, Mishustin, qui a lui aussi rencontré le président chinois, a pour sa part souligné que le volume des projets bilatéraux actuellement examinés ou mis en œuvre dans le cadre de la commission intergouvernementale s'élevait à 165 milliards de dollars. Alors, que faut-il retenir du volet économique de cette visite du président chinois? Tout d'abord, qu'il n'y a pas eu de signature d'accord gazier. Hein, le projet Force de Sibérie 2, qui est en discussion depuis de longues années, n'est toujours pas finalisé. C'est ce que retiennent d'ailleurs les médias occidentaux pour minimiser la portée des résultats de la visite du président chinois. À vrai dire, il ne ferait guère de doute que ce projet, que ce nouveau méga projet énergétique verra le jour. La question étant de savoir évidemment quand et à quelles conditions, mais peu de spécialistes doutent de sa mise en œuvre. Et le cas échéant, ça permettra évidemment à Gazprom, à l'horizon 2028-2030, de compenser au moins partiellement la perte annoncée du marché européen. Parmi les autres éléments dignes d'intérêt selon moi, je pense en réalité qu'on assiste à une montée en puissance structurelle et qualitative des relations économiques entre la Russie et la Chine. Alors, on a parlé de la dédollarisation du commerce international, mais il y a aussi un phénomène qui nous intéresse et qui nous concerne ici, en tout cas, la Chambre de commerce franco-russe, c'est
l'arrivée des Chinois dans des secteurs où les Occidentaux, et les Français en particulier, avaient des positions fortes. Je pense à l'automobile. On voit que les Chinois vont participer à des projets de gaz naturel liquéfié, GNL, en Baltique, là encore en se substituant à des Européens, des Allemands en l'occurrence. Et on a appris aujourd'hui que China Telecom allait également renforcer sa présence dans le pays. Donc, ce qui n'a pas donné lieu à des accords solennels, mais on voit que là, il y a une tendance de fond qu'à mon avis, on ne doit pas sous-estimer. Alors, il y a un point un peu surprenant et qui me paraît important et qui, accessoirement, permet de faire une transition avec la partie diplomatie et politique étrangère que va déployer Igor, c'est l'annonce faite par Vladimir Poutine à propos de la voie maritime du Nord. Le président russe a indiqué que son pays était ouvert à une coopération avec la Chine pour la mise en valeur du potentiel de transit de la voie maritime du Nord, et il a précisé que la Russie et la Chine envisageaient la création d'un nouvel organe bilatéral à ces fins. En quoi c'est intéressant? Eh bien parce que la Russie, jusqu'à présent, n'ouvrait pas vraiment les portes de l'Arctique à la Chine, au-delà du projet Yamal. La Russie était plutôt prudente sur le sujet. À l'époque, disait-on, à la demande des structures de force. Donc, ça, c'est une inflexion, me semble-t-il, importante. Il faudra voir ce que ça recoupe concrètement, mais c'est sûrement un geste que la partie chinoise devrait apprécier à sa juste valeur. Voilà en ce qui me concerne aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, moi, j'aurais juste une question. Alors, ça peut être toi-même ou Igor qui répondent. Où y a-t-il des difficultés pour le pipe gazier? Pourquoi est-ce qu'il s'est pas signé? Où est-ce quelles sont les pierres d'achoppement s'il y en a? Alors, les pierres d'achoppement, officiellement, il n'y a pratiquement plus, ce sont les termes de Vladimir Poutine. Alors, il l'avait déjà dit euh, l'automne dernier, il l'a répété aussi cette fois-ci. Il a dit que pratiquement tous les paramètres étaient finalisés, que la Mongolie avait donné son accord, la Mongolie qui doit être le pays de transit. Bon, la pierre d'achoppement, l'ultime, c'est évidemment le prix du gaz ou la formule de calcul des prix du gaz. Il y en a plusieurs possibles. Indexation sur les prix pétroliers ou pas. Et on peut penser que les Chinois négocient âprement, d'autant plus que la Russie est en position de faiblesse, et tout le monde le sait, dans une position beaucoup plus vulnérable qu'en 2014, au moment de la signature de l'accord sur Force de Sibérie 1. À l'époque, le flux gazier vers l'Europe fonctionnait pleinement, et la Chine, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, ce contrat gazier, ce sera plutôt la bouée de sauvetage éventuelle de Gazprom. Merci beaucoup. Et de la même façon, les réticences russes sur la voie du Nord, c'est quoi? Ils craignent une avancée militaire de la Chine dans ces coins-là? Quel est Il faut quel rappeler sont- une évidence, c'est que la Chine n'est pas riveraine de l'Arctique. Donc il y a quand même un problème de légitimité qui n'est pas un petit argument. Pour la Russie, la voie maritime du Nord, c'est un atout stratégique majeur, presque monopolistique. Et quelles que soient les relations qu'on entretient avec les uns et les autres, en soi, ça, c'est un atout. Donc, diluer son monopole ou laisser entrer, et de surcroît, un voisin aussi puissant, c'est important. Ce n'est pas une question de menace. La Russie, actuellement, n'envisage pas la Chine comme une menace, à tort ou à raison. Mais en tout cas, ce n'est pas le registre des perceptions. Tout simplement, c'est se priver peut-être de certains leviers, ou en tout cas euh, perdre, oui, le monopole sur cette région, sur certaines décisions qui peuvent affecter les intérêts russes. Alors, à nos auditeurs, nous avons un lien du Parisien, dont le gros titre est Accord Russie, accord conclu avec la Chine sur le projet du gazoduc Force de Sibérie. Euh, euh, Il faut pas, je- Oui, enfin, c'est conclu théoriquement, pratiquement, une avancée, quoi, on va dire. mais il n'y a pas de contrat signé. Je crois plutôt que c'est une approximation du Parisien, comme ça arrive parfois dans la presse française.
Le Parisien, il n'y a pas si longtemps, titrait à bon chat, bon rat. On peut en tirer des conclusions qui s'imposent. Igor, qui n'est pas du tout à Saint-Pétersbourg, qui voudrait nous le faire croire, mais bel et bien à l'EHPAD Isabelle Balkany dans les Hauts-de-Seine. Cher Igor, à toi la parole. Voilà. Avec une petite question toujours par rapport à la Chine, on nous demande si on a des statistiques démographiques de la présence chinoise en Russie. Et avons-nous des chiffres concernant des mariages mixtes, leur poids et la répartition géographique? La notion de mariage mixte russo-chinois est quelque chose d'assez improbable, car nous n'en avons pas été témoins. Il y a en fait assez peu de... Il y a beaucoup de flux, effectivement, entre la Chine et la Russie, mais il y a très, très peu de migration. On a effectivement des phénomènes de communautés chinoises, mais qui vont et qui viennent. Régulièrement, d'ailleurs, on a vu ça notamment à l'époque du maire Louchkov, un certain nombre d'opérations contre les migrations clandestines, parce que tous les ressortissants chinois ne sont pas forcément enregistrés en bonne et due forme, comme on dit, les offices migratoires en gaillotte. Mais non, effectivement, vous avez peu d'implantations chinoises sur le long terme. Et tout ce qui concerne notamment la présence en Extrême-Orient, en Sibérie, notamment dans la région du Baïkal, qui inquiétait beaucoup les autorités locales sur la sinisation du pourtour, des problèmes de pollution, etc. Sont des gens qui vont et qui viennent. Mais on se renseignera et on essaiera de vous donner des données pour tout autant que Eurostat puisse nous les livrer. Sinon, on demandera à l'ambassade de Chine. Et ce qu'on peut dire aussi, effectivement, c'est qu'il y a probablement et même sûrement plus de Chinois à Moscou qu'en Sibérie et en Extrême-Orient. D'accord. Donc, voilà. Igor, alors on va peut-être séparer sur la Chine. Il y aura encore une autre question après, mais commence ton exposé probablement. Merci, bonjour à tous, donc depuis Saint-Pétersbourg. Donc je vais commencer par les dernières nouvelles concernant l'aide militaire à l'Ukraine, avec principalement deux informations. Tout d'abord, la Slovaquie et la Pologne qui vont livrer des avions MiG-29 aux forces ukrainiennes. On parle d'une vingtaine d'appareils. Il y avait un peu de flottement sur le chiffre exact, mais on semble quand même s'acheminer vers un peu moins d'une vingtaine d'unités. Et la deuxième information dont on a tous entendu parler, c'est celle de, manifestement, la décision prise par la Grande-Bretagne de livrer des obus à l'uranium appauvri pour les 14 tanks Challenger 2 que Londres s'est engagé à transférer aux forces ukrainiennes. Donc, information qui, évidemment, a fait réagir le Kremlin et les autorités russes qui ont donc crié à haut risque d'escalade et laisser entendre qu'il y aurait des mesures de représailles qui pourraient être prises si jamais, effectivement, les Britanniques s'acheminaient vers la livraison de ce type de munitions. Dans un autre registre d'assistance à l'Ukraine, celle-ci financière, le FMI s'est entendu avec Kiev sur une enveloppe de 15,6 milliards de dollars qui sera débloquée sur 4 années pour venir donc relancer, en tant que faire se peut, l'économie ukrainienne. Toujours dans le registre économique, la reconstruction de l'Ukraine a été évaluée de manière conjointe à la fois par la Banque mondiale, mais également par Bruxelles et les Ukrainiens, à 411 milliards de dollars. Donc, c'est intéressant parce qu'on entendait des chiffres pratiquement 2 fois plus gros au printemps. On se souvient de déclarations d'officiels ukrainiens qui expliquaient qu'on en était déjà au printemps dernier à 800 milliards de dollars de destruction. Et à l'époque, je me souviens avoir attiré l'attention sur le fait que, par exemple, en Syrie, après près de 10 ans de guerre civile, on n'était pas dans ces volumes de chiffres, puisque l'ONU estimait à, je crois, 500 ou 600 milliards, qui est déjà évidemment extrêmement considérable, les destructions et le coût du chantier en Syrie. Bon, en Ukraine, voilà, donc on est loin de ces chiffres qui étaient sortis au printemps dernier. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 410-411 milliards. Sur la Chine, effectivement, Arnaud a déjà expliqué les conséquences en termes économiques de la visite de Xi Jinping. Bon, sur le volet diplomatique, en réalité, pas grand-chose. Effectivement, l'information principale, c'était celle concernant la voie maritime du Nord, qui est un peu à l'interface entre l'économie et la politique étrangère. En revanche, sur le volet ukrainien,
qui a été abordé par les deux présidents, mais qui ne figurait pas dans la priorité de l'agenda des discussions entre les deux hommes. Ça, on l'avait déjà dit dès lundi dernier. Il est ressorti des déclarations finalement assez générales. L'enjeu étant qu'ils ont évoqué ce qu'on appelle le plan de paix chinois. Le président russe a expliqué qu'il pourrait, le moment venu, servir de base pour des discussions, mais selon lui, pour l'instant, ce moment n'est pas arrivé, étant donné que ni les Ukrainiens ni les soutiens des Ukrainiens ne sont aujourd'hui sur la logique de discussion, mais il faut bien le dire, les Russes non plus ne sont pas sur une logique de discussion à ce stade du conflit. Côté chinois, Xi Jinping a tenu à rappeler la posture, je cite, objective et impartiale de Pékin dans ce conflit. Donc des déclarations, une fois de plus, très générales. Moi, ce que je retiens de la tonalité des différentes déclarations et même, je dirais, des deux articles dont j'avais parlé lundi, qui ont été publiés par l'un et par l'autre, c'est que la tonalité côté russe est quand même beaucoup plus percutante, beaucoup plus incisive, avec des données chiffrées qui sont plus nombreuses, etc. Côté chinois, j'ai quand même senti plus de la retenue, des considérations encore plus générales, plus mesurées, une fois de plus, en termes de phrasé et de tonalité. L'OTAN a publié son rapport annuel pour 2022, dans lequel la Russie est présentée, je cite, comme la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des alliés. Fin de citation. Il est fait référence à la Chine, qui est décrite comme un défi stratégique pour l'Alliance. D'après M. Stoltenberg, qui a également accordé une interview à The Guardian, la guerre en Ukraine, d'après lui, sera longue et l'Alliance ferait bien de s'y préparer. Plus brièvement, les ministres de la Défense russes et turcs se sont parlé par téléphone hier au sujet de l'accord céréalier, puisqu'il subsiste toujours des petites divergences sur la durée de reconduction de cet accord. Alors, on avait dit qu'il a été reconduit, il l'a effectivement été, mais néanmoins, il y a des dissonances sur la durée. Les Russes tiennent à la période de 60 jours, tandis que les Turcs souhaiteraient quand même que ce soit reconduit pour 120 jours. Donc, manifestement, il y a toujours des échanges à ce sujet-là, mais sur le fond, il semblerait que l'accord soit effectivement reconduit. Enfin, le Premier ministre japonais, M. Fumio Kishida, s'est rendu mardi en visite surprise à Kiev, au moment où le président chinois était à Moscou, pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Il s'est rendu bien évidemment à Boutcha et a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 30 millions de dollars pour l'achat de matériel présenté comme non létaux pour l'armée ukrainienne. Voilà, Gilles. Merci beaucoup de toutes ces nouvelles précisions. Alors, on a quelques demandes encore. Alors, par rapport notamment à la voie maritime du Nord, la réflexion est dans la mesure où le commerce international se réduit, quel est l'enjeu commercial restant? Il y a tout d'abord les projets russes en Arctique. Alors, tous ne verront pas le jour. Certains seront retardés, y compris par les sanctions. Mais l'Arctique, en Russie, ça reste une priorité. C'était une priorité déjà avant le 24 février 2022. Et de façon générale, c'était un sujet, un axe où les Russes avançaient assez rapidement, où il se passait des choses. Donc, et une partie des exportations issues des régions arctiques de la Russie a vocation à aller en Chine. Et puis, il y a peut-être, de la part de la Chine, un intérêt pour faire transiter une partie de ces containers par l'Arctique. Alors, tout le monde comprend désormais, et d'ailleurs, je crois qu'il n'a jamais vraiment été question, que l'Arctique se substitue au canal de Suez. Bon, ça fait partie de ces fantasmes parfois convoyés, relayés en Russie, mais si la Russie parvient à, je dirais, capter une partie du trafic, même 10-15%, ça peut avoir un intérêt en termes d'aménagement de cette voie maritime du Nord, qui est aujourd'hui utilisée essentiellement par des méthaniers brise-glace et où une infrastructure côtière doit être développée. Ça fait partie des grands défis. Il y a des portions de milliers de kilomètres où il n'y a rien, y compris des services de secours, par exemple. Et là, peut-être que les Chinois peuvent être des contributeurs intéressants. Donc, je crois que la question ou l'enjeu, c'est est-ce que cette voie maritime du Nord,
qui n'a pas vocation à être un grand couloir international, ne pourrait pas devenir une route ou une petite autoroute russo-chinoise. Oui, une alternative quand les autres se ferment, quoi. Peut-être quelques petits éléments complémentaires. Effectivement, je pense que, me semble-t-il, il y a une considération de long terme, c'est-à-dire, quelle que soit l'issue du conflit en Ukraine, la fonte des glaces va continuer. Ce sera une voie qui sera de plus en plus navigable tout au long de l'année. L'Europe va demeurer un grand client de l'industrie chinoise, donc il y aura des échanges. La question, c'est pas de réfléchir à 2, 3, 4 ans sur des projets comme ça d'envergure, on est plutôt sur 10, 15, 20 ans. Et donc, je pense qu'il y a aussi un enjeu de se positionner déjà pour des échanges qui ont quand même, espérons-le, vocation à reprendre à moyen long terme, et donc de déjà poser les pierres de ces échanges-là. Et deuxième élément, sur la posture de la Russie, en fait, la vraie information qui est effectivement une sorte d'inflexion dans la position de la Russie à l'égard d'ouvrir la porte de la voie maritime du Nord aux Chinois. Moi, ça me rappelle un autre volet de la coopération entre les deux, qui est le volet de la coopération militaro-technique dans les 90-2000. C'est-à-dire que il semble qu'à Moscou, on avait fait le constat qu'il y a une montée en puissance militaire inexorable de la Chine. Les Chinois, bon, il y avait l'embargo, les Européens ne pouvaient pas vendre d'armes, les Russes, eux, ne jouaient pas ce jeu-là. Et plutôt que de subir un processus qui paraissait inexorable, les Russes ont joué le jeu de la coopération militaro-technique, livré des systèmes extrêmement importants, développé cette coopération sur le naval, sur l'aérien, etc., etc. Enfin, c'est des choses qui sont bien connues et bien documentées, hein, pour plutôt essayer de l'accompagner, un temps, faire se peut, encadrer ce processus plutôt que de le subir. Et moi, j'ai le sentiment que sur la voie maritime du Nord, peut-être qu'on est en train d'assister un peu à ce même calcul-là. Ils se disent finalement, il y a 10 ans, les Chinois se sont autoproclamés une puissance arctique ou une puissance à vocation arctique. Je ne connais plus la formule exacte, mais peu importe. Ce qui, évidemment, n'a pas fait plaisir aux Russes. Mais maintenant, compte tenu des bouleversements depuis le 24 février, je pense qu'il y a une prise de conscience que de toute façon, les Chinois font leur flotte de brise-glace. De toute façon, ils vont y aller. Donc, soit on continue de résister en essayant de trouver des manœuvres dilatoires, etc., soit on prend le problème par un autre bout, et puis on essaie de les accompagner, de leur montrer la voie, d'essayer plutôt que de subir un processus qu'on aura du mal, de toute façon, à complètement endiguer. C'est un peu mon impression. De façon très technique, ce sont des eaux internationales? Bah, il y a les deux. C'est-à-dire, les parties navigables, qui est celle qui est intéressante. Je crois que sur 95% de la route maritime du Nord, c'est des eaux russes. En tout cas, les passages critiques où il y a des détroits qui sont les seuls points de franchissement pour passer d'un point à un autre sont dans les eaux russes. Donc, en réalité, elles sont incontournables. Je rappelle qu'avant l'éclatement du conflit, il y a déjà 2 ans de ça en réalité, les Russes avaient unilatéralement pris la décision d'exiger de tout navire étranger qui souhaite transiter par la voie maritime du Nord, en avance annoncer la trajectoire, la destination, la cargaison et de demander une autorisation préalable de passage par ces eaux. Ce qui évidemment avait fait crier notamment les anglo-saxons qui sont des très grands, ardents défenseurs de la liberté de navigation où qu'elle soit. Et il y avait donc déjà un problème qu'on voyait surgir. Alors, nos auditeurs nous posent cette question. On nous parle d'une base russe pour contrôler le canal de Suez. Est-ce un échange de la voie maritime du Nord versus la Chine, par exemple, pour les échanges avec l'Afrique? Moi, je n'ai pas cette information. Bon, je ne sais pas qui parle d'une base russe pour contrôler le canal de Suez. Ouais. Alors, les Russes ont des projets. Il y a 2 choses peut-être. D'abord, les Russes, sur le canal de Suez, ont un projet qui avance plutôt bien de zone industrielle, avec implantation d'entreprises russes. Ça, c'est une chose, mais il n'y a pas de présence militaire russe prévue là-bas. En revanche, la Russie, depuis des années, cherche à s'implanter dans la corne de l'Afrique. Elle a regardé au Soudan, principalement. Ce projet n'a pas vraiment avancé. Il y a eu des déclarations signées. On sent que les Soudanais étaient sous pression américaine, et puis peut-être moins ces dernières semaines. Bon, en tout cas, il n'y a pas de présence militaire permanente russe en Afrique, dans la corne de l'Afrique. Le Soudan est le mieux placé, mais il n'y a rien de fait. Et ce n'est pas lié de toute façon avec les projets militaires chinois dans la zone. Les Chinois qui, eux, sont déjà à Djibouti ou ailleurs. Bien, pour changer un peu de sujet, Monsieur Mishustin a évoqué 79 projets russo-chinois, donc on reste quand même pour plus de 165 milliards de dollars. En sait-on plus? Et si pas encore, quand va-t-on avoir plus de substance sur ces projets?
Alors, deuxième question subsidiaire, quels sont les points clés évoqués par M. Mishustin dans son rapport pour l'année écoulée à ce jour devant la Douma d'État? Alors, en ce qui concerne le premier point, effectivement, donc ça rejoint ce que je disais, hein, ces 79 projets. On n'a pas la liste, elle sera connue prochainement, mais on croit comprendre que dans ces 165 milliards, il y a des projets déjà en cours, par exemple Yamal, où les Chinois ont des participations. Il y aurait d'autres projets comme le projet de Gazprom en Baltique, à Ust-Luga, un projet d'usine GNL et d'usine pétrochimique. Donc, je pense que ça recoupe en réalité, c'est un espèce de fourre-tout. On a mis tous les projets actuels, des projets à venir et parfois peut-être très virtuels pour faire un peu de complète. Mais il y a effectivement beaucoup de projets russo-chinois. La question étant de savoir si les Chinois changent d'approche, en d'autres termes, s'ils vont au-delà du financement de projets, au-delà des exportations et des importations, et s'ils investissent réellement dans l'économie russe qu'ils, jusqu'à présent, ils n'avaient pas vraiment fait. Moins que les Français, par exemple. Alors, deuxième point, Mishustin. Oui, Mishustin s'est prêté aujourd'hui à un exercice rituel, annuel, qui est le compte-rendu du gouvernement à la Douma d'État. De l'avis général, sa prestation a été plutôt convaincante, plutôt bonne, sérieuse, charpentée, structurée, alors évidemment avec beaucoup d'autosatisfecit. Le gouvernement a rendu compte de la stabilité macroéconomique, de l'indexation dont on avait parlé ici, du minimum vital, etc. etc. Et pour autant qu'on puisse en juger à ce stade, c'est très frais, hein, ça s'est passé en milieu de journée. La réaction est plutôt positive. En tout cas, il n'y a pas de problème particulier, d'irritation chez les parlementaires, que ce soit de Russie unie, ce qui est assez prévisible, ou chez les communistes, par exemple. Donc, l'impression qui prévaut, c'est que Mishustin fait le travail sérieusement depuis le début. Hein. Le début, c'était janvier 2020. Donc, pour résumer, il a dû gérer 2 années de Covid et 1 année de guerre. Il s'en sort plutôt bien de la vie générale. Et autre point que j'ai souligné, il a eu un entretien avec le président chinois, ce qui n'est pas anodin. Donc, c'est plus qu'un Premier ministre technique, mais c'est le Premier ministre technique qui fait le travail pour lequel il a été nommé. Alors, une question complètement différente. La Pologne aurait déclaré que la participation à la guerre de l'OTAN était inévitable. J'imagine ça fait écho à une déclaration un peu abrupte d'un diplomate polonais qui a été recadré ensuite. Ça vous dit quelque chose, non? Il n'y a pas un... Parce que c'est difficile. Des mots un peu malheureux. Ouais, c'est difficile de travailler sans source. Mais oui, on peut penser que c'est ça. Et je rappelle que dimanche dernier, je crois, c'est l'ambassadeur de Pologne à Paris qui, sur LCI, avait effectivement dit que si l'Ukraine ne parvenait pas à préserver sa souveraineté, la Pologne n'aurait d'autre choix que d'intervenir. On en avait parlé ici, ça fait beaucoup de bruit, il a été démenti quelques heures plus tard. En tout cas, j'ai vu un communiqué de l'ambassade de Pologne à Paris en polonais, je n'ai pas vu de version française, ce qui veut dire que le démenti n'est peut-être pas arrivé jusqu'aux oreilles occidentales. Ça fait beaucoup de bruit à Paris, c'est certain, ça fait beaucoup de bruit ici aussi, mais c'est une déclaration un peu l'emporte-pièce qui révèle peut-être des arrière-pensées profondes polonaises. Hein. Mais je ne serais pas enclin à surestimer la portée du propos pour l'instant, si tant est qu'on parle de ça. Bon, en ce qui concerne le Royaume-Uni, des obus d'uranium, ça veut dire quoi au juste? Alors, on ne parle pas de bombes nucléaires, on parle d'obus utilisés dans les chars pour percer le blindage d'autres chars et qui sont donc avec des composantes d'uranium appauvri qui a la qualité d'être dur et lourd et qui donc percent beaucoup mieux les blindages avec effectivement la problématique qu'au moment de leur explosion et de leur dispersion, ça répand un peu de matière radioactive à droite à gauche.
Donc, c'est pas Hiroshima, mais c'est pas non plus souhaitable. Est-ce que, Igor, tu es d'accord avec ça? Oui, oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est en rajoutant de l'uranium appauvri dans le corps de l'obus, on augmente la masse et à l'impact, le pouvoir perforant de cet obus. Alors, ça a été utilisé déjà, malheureusement, dans des conflits de ces dernières décennies, hein. Les munitions à l'uranium appauvri ont été utilisées par l'OTAN contre les Serbes en 99. Là aussi, pour détruire notamment des chars ou des choses comme ça. Par les Américains en Irak en 2003. Là aussi, on a eu des obus et des munitions à l'uranium appauvri. Et en réalité, oui, il y a une des problématiques, c'est que tout, en explosant, ça disperse sur un certain périmètre de la poussière radioactive, hein, qui est ensuite, et la zone est ensuite très compliquée à décontaminer, puisqu'il faut embarquer les carcasses, la terre, etc., pour essayer qu'il reste de la matière radioactive, hein, même si c'est faiblement radioactif, mais tout de même. Alors la question, c'est de savoir ce que ça traduit. Est-ce que ça traduit chez les Britanniques le fait qu'ils ont plus vraiment de stock d'obus pour les chars et que par conséquent, on tape dans les réserves, y compris dans ce type de munitions-là? Je ne sais pas, j'en sais rien. Est-ce que c'est une volonté délibérée de monter en gamme, entre guillemets, et puis, comment dirais-je, d'être un peu l'initiateur sur ce dossier-là, en faisant tomber quelque part un peu un tabou aussi? J'en sais rien. Il faudra voir déjà si ce sera effectivement livré. Mais les Russes ont déjà fait savoir qu'ils ne resteraient pas les bras croisés s'ils constataient que ce genre de munitions atteignait le champ de bataille. Très bien. Alors, Sachant que les Russes en ont aussi, hein, je précise. Ils ont aussi des munitions à l'uranium appauvri. d'accord. Alors, une question, je ne sais pas lequel d'entre vous veut se lancer dans la prospective. Quid de la politique de la France à moyen terme envers ou avec ou contre la Russie? C'est un excellent sujet, mais je pense que ça mérite une séance, effectivement. Oui. Ça mérite une réflexion préalable. Et sans doute, ça peut être l'objet d'une session particulière d'ailleurs, mais je préfère ne pas répondre à la porte-pièce sur un sujet aussi important. Très bien. Alors, toujours à la prospective, on peut imaginer une victoire russe. Dans ce cas, il est fort probable que l'OTAN interviendra. Donc ça, je pense, ça fait écho à la déclaration polonaise supposée. Est-ce un scénario plausible? N'excluant rien, mais pour l'instant, j'observe que la vraie ligne rouge constante côté occidental, c'est la non-intervention directe. Et ça, je pense qu'on va s'y tenir, en tout cas tant que le conflit sera sur le territoire de l'Ukraine. Évidemment, si demain ça déborde sur un pays de l'OTAN, l'article 5 sera actionné. Mais si la question c'est est-ce que l'OTAN interviendrait directement en envoyant ses soldats sur le territoire ukrainien au moment où l'Alliance considère que les choses sont en train de basculer favorablement pour la Russie et donc défavorablement pour l'Ukraine, je n'y crois pas. Parfait. Alors, je crois qu'on arrive à peu près au bout de nos questions. Alors, un de nos éditeurs parmi les plus fidèles nous demande de signaler que le festival de bande dessinée Comicia se tiendra à Moscou du 21 au 23 avril au parc Zariadier, avec le site www.comicia.ru. Et donc, ça, je pense que la BD a une grande composante francophone, et donc ça a toute sa place ici. On vous engage vivement à y assister. Voilà. Est-ce que nous avons quelque chose à rajouter? Peut-être un mot de la fin de notre directeur Chinsky. On m'a bien senti, puisqu'un événement considérable va avoir lieu ce week-end. Dites-vous bien, je sais, c'est spectaculaire, inattendu, vous aurez du mal à y croire, mais nous passons à l'heure d'été en France et nous nous retrouverons donc ipso facto lundi prochain à 16h30 heure de Paris, non pas 17h30, pour retrouver, j'espère, Igor, qui devrait descendre vers Thionville, dans la maison de retraite Salvador Allende, la place des fêtes du Jean Jaurès, absolument. Voilà, avec des t-shirts, des goodies, en veux-tu, en voilà. Nous l'attendons de pied ferme. Pour le reste, la hotline, envoyez-nous vos questions. Alors, on avait des choses sur les banques, sur le taux de change, sur les questions migratoires. Tout ça reste encore et toujours d'actualité.
Voilà. N'hésitez pas, ça ne s'use que quand on ne s'en sert pas, comme dirait encore une fois Isabelle Balkany, Tout à fait. que nous saluons. Que nous saluons, bien entendu, et on finira avec cette réflexion philosophique profonde liée à la thématique chinoise aujourd'hui, c'est qu'en Chine, on pleure quand on meurt, mais on rit quand on est. Voilà. Bien, bonne soirée à tous. Et nous nous retrouvons donc Lundi à l'heure d'été. À l'heure d'été, donc À l'heure d'été, voilà, avec vos verres de rosé. voilà, À bientôt, c'était les amis. plus facile pour tout le monde. Donc, comme toujours, la Cécile Transruy est à vos côtés. Tenez bon.